Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un frère africain, Monsieur Sidi Kaba, qui est journaliste écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, ancien chef du bureau parisien de l'agence Panapresse et chroniqueur au Monde Afrique, originaire de Difa au sud-est du Niger, où se situe l'épicentre des activités de Boko Haram. Il décrypte régulièrement l'actualité africaine sur France 24, RFI, TV5 Monde, BBC et Deutsche Welle. Et il nous fait un privilège d'être sur Congo Liberty. Nous remercions surtout sa modestie. Bonjour, cher frère Sidi Kaba. Comment allez-vous? Bonjour à vous, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à cette émission. Alors, c'était un plaisir d'autant plus que pour nous, vous êtes très sollicité par les médias internationaux et votre modestie, votre gentillesse fait que vous contribuez aussi au rayonnement des différents sites internet africains et on vous remercie à ce sujet. Alors, on vous invite aussi parce qu'il y a une actualité africaine très abondante, mais vous venez de publier aux éditions L'Harmattan un ouvrage qui s'appelle Voyage au cœur de Boko Haram qui s'affiche à l'écran, nous allons parler entre autres. Alors on va commencer par Boko Haram, donc votre ouvrage. Combien de temps cet ouvrage vous a pris à rédiger? Écoutez, c'est toujours très difficile de donner une estimation précise du temps qui a été nécessaire pour écrire un tel ouvrage. Mais je peux dire que l'idée d'écrire l'ouvrage est partie d'une série de reportages que j'ai effectués en mars 2017 à Difa, à l'est du Niger. J'étais parti pour faire une série pour le journal Le Monde, particulièrement pour le site du Monde, la partie africaine du journal Le Monde. Et à cette occasion, j'avais déjà commencé à rassembler les premiers matériaux. Quand je suis revenu à Paris et j'ai rendu les différents articles, j'ai reçu de retour, j'ai reçu des échos, de feedback, m'invitant à aller au-delà de la série, à produire un ouvrage. Et c'est ainsi que l'idée a commencé à me trottiner dans la tête. Donc j'ai continué ce travail-là à rassembler le matériau et je me suis fait aider par le co-auteur de l'ouvrage qui est Mohamed Lolid Andano, qui était gouverneur de Difa quand j'étais passé et qui après en avril 2018 a quitté ce poste-là. Il s'est montré très enthousiaste et nous avons travaillé ensemble pour rassembler l'ensemble de matériaux. Moi j'ai pris une part très active à la mise en forme du document et en octobre 2019, finalement, le livre a pu être édité par des éditions L'Harmattan et c'est lui que vous avez entre les mains aujourd'hui. Alors, ce livre nous a fait découvrir Boko Haram de l'intérieur. Je l'ai parcouru avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, il faut dire que cet ouvrage est un recueil des différents témoignages des ex-combattants de Boko Haram. Est-ce que c'est un travail qui avait déjà fait auparavant? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ayez fait le choix plutôt de faire non un ouvrage d'enquête, mais plutôt un ouvrage où vous recueillez les témoignages des anciens combattants de Boko Haram? Alors, la question est très intéressante parce que lorsqu'on parcourt la littérature qui existe sur Boko Haram, et la littérature est très abondante, beaucoup d'ouvrages ont été écrits au Cameroun, au Tchad, au Nigeria et même ailleurs en Afrique sur Boko Haram. Je constate d'ailleurs pour nous francophones
qu'une bonne partie de la littérature et même la partie peut-être la plus intéressante sur Boko Haram est en anglais. Et les universités du Nigeria particulièrement et un peu des universités américaines et anglaises ont fait un travail scientifique important sur Boko Haram. Et je ne peux que recommander à vos téléspectateurs et même à d'autres Africains la lecture de cette production éditoriale sur Boko Haram. Lorsqu'on parcourt cette production abondante et intéressante, on s'aperçoit qu'il manque un segment. Le segment manquant, c'est le récit de Boko Haram de l'intérieur. Comment Boko Haram est organisé, comment on y vit au jour le jour. Et ce récit n'a pas été fait. Non pas que les gens n'aient pas eu à cœur de le faire. Nous, journalistes, et même des scientifiques, ont voulu le faire. Mais la nature du mouvement Boko Haram, qui est un mouvement un peu paranoïaque, qui se méfie de tout, qui se méfie même de certains de ses combattants, n'a pas permis qu'il ait un regard extérieur qui puisse rapporter ce qui se passe dans Boko Haram. Je peux me permettre de faire une comparaison. Vous savez que lorsque il y a eu l'occupation djihadiste au Nord Mali en 2012, en 2013, les djihadistes avaient quand même permis que des regards extérieurs puissent être présents, et c'est ainsi que lorsqu'on regarde le film Tombouctou ou le film de Abdurrahman Sissako ou le film Salafiste qui a été coproduit par un de nos confrères mauritaniens, Lemine Ould Salem, il y a des images filmées de l'occupation du Nord Mali par les djihadistes, et parce que les djihadistes avaient permis cela. Mais avec Boko Haram, on s'est retrouvé dans une situation où on n'a aucune image de l'intérieur, où on n'a aucun écho de l'intérieur. Et donc, nous avions cherché un angle qui pourrait apporter une valeur ajoutée à ce qui existe. Comment parler de Boko Haram sans tomber dans ce qui a été déjà dit, quelle que soit la qualité de l'écriture, quelle que soit la qualité de l'analyse. Comment tomber dans Boko Haram et comment dire quelque chose sur Boko Haram qui n'a pas été dit. Et on s'est aperçu que c'est le récit de l'intérieur là qui est l'élément manquant. Donc on a décidé de combler cette insuffisance là en travaillant sur le récit à l'intérieur de Boko Haram. Et à partir de là, à partir de cette décision, il fallait faire un choix. On aurait pu justement produire un livre d'enquête en faisant nous-mêmes le portrait, mais nous serions peut-être passés à côté d'un fait. C'est la fidélité à ce qui s'est passé. Il y a toujours un risque lorsqu'on se met à la place des acteurs de tout premier plan, lorsqu'on se met à leur place pour raconter un événement, il y a un risque. Mais lorsqu'on fait ce que nous avons choisi de faire, par exemple, de donner la parole aux gens qui ont vécu dans Boko Haram, pour certains qui ont vécu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et même 7 ans dans Boko Haram, leur donner la parole pour qu'ils disent avec leurs mots, avec leur vécu, avec leur tripes, avec leur sensibilité, ça nous a paru plus pertinent. Et c'est pour cette raison que nous avons donné la parole aux gens de Boko Haram et nous avons donc restitué ce qu'ils nous ont dit. Même si du point de vue de la restitution, on peut être prudent parce que les récits ont été faits soit en Hausa, soit en Kanuri, qui sont les 2 langues les plus parlées de ce bassin du Niger. Et nous avons ensuite traduit ces différents récits en français. Donc il y a eu une perte sans doute lorsqu'on passe d'une langue à une autre, c'est clair qu'il y a. Mais nous avons essayé de traduire au plus près, le plus fidèlement possible. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas choisi, alors que nous aurions pu le faire, de raconter à leur place ou de faire leur portrait à leur place. Mais nous leur avons donné la parole, c'est un choix éditorial, et parce que nous recherchions cette efficacité-là. Parce que lorsqu'on lit aujourd'hui, nous-mêmes nous avons relu le livre après, on s'aperçoit que c'est avec leurs mots, c'est avec leurs tripes, c'est avec leur sensibilité. Au point où les gens nous ont demandé après, comment vous pouvez donner la parole aux gens de Boko Haram, qu'ils disent qu'ils ont tué les gens, et est-ce que vous n'avez pas peur d'être quand même, de faire l'apologie des gens qui ont tué? Mais c'était un choix.
Et il fallait leur donner la parole pour qu'ils disent eux-mêmes. Et si vous réalisez, vous voyez qu'ils disent. Il y a des gens qui reconnaissent et qui assument qu'ils ont tué des gens et qui assument qu'ils ont tué des gens. Vous êtes sur Congo Liberty. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le voyez, avec Sidi Kaba, chroniqueur, écrivain et éditorialiste africain, en tout cas des affaires africaines dans différents médias. Il nous fait aujourd'hui l'honneur d'être sur Congo Liberty. Il faut préciser aux téléspectateurs que ce recueil de cette collecte d'informations a été faite dans un centre de déradicalisation à Goudoumaria, au Niger. Et puisqu'on parle de ce centre de déradicalisation, on parle de déradicalisation. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour dire que la déradicalisation qui est faite dans ce centre où vous avez recueilli ces témoignages est efficace, ou c'est un mot qu'on utilise, déradicalisation, pour faire plaisir aux Occidentaux, puisqu'on voit que même en France aujourd'hui, le problème de la déradicalisation, en tout cas c'est bien fait et remis en cause. Est-ce que vous avez suffisamment de recul à ce sujet? Oui, la question est très intéressante. Alors, le centre de Goudoumaria a une histoire, peut-être pour éclairer un peu les téléspectateurs, on peut en parler. En fait, lorsque le gouvernement du Niger a décidé en décembre 2016 de proposer à certains combattants de Boko Haram de se repentir, de revenir contre le pardon, et qu'ils ne seraient pas poursuivis, il y a eu effectivement une sorte d'enthousiasme. Beaucoup ont décidé de revenir parce qu'ils se trouvaient dans Boko Haram dans une impasse. Ils sont allés pour différentes raisons et ils ont vu que le paradis qui leur a été promis dans Boko Haram, ils ne l'ont pas trouvé, donc ils cherchaient à partir. Donc ils sont partis des rangs de Boko Haram, sont revenus à Difa, qui est la capitale de la région est du Niger, qui se trouve à 1360 km de Niamey. Et ils sont revenus à Difa, et à Difa, les autorités régionales, dont mon co-auteur Laoli Andano, avaient affecté une villa à l'accueil de ces ex-combattants de Boko Haram. Très vite, cette première villa s'est remplie, ils ont eu une deuxième villa, et très vite la deuxième villa s'est remplie, d'où est venue l'idée de créer un centre spécifique à Goudoumaria, qui est à 180 km de Difa, ça veut dire à 1200 km au sud-est de Niamey environ. Et ce centre justement avait trois vocations. La première vocation, c'est la déradicalisation des ex-combattants. La deuxième vocation, c'est la formation professionnelle. Et la troisième vocation, c'est la réinsertion sociale. C'est la réinsertion sociale de ces ex-combattants. Le volet de radicalisation, en fait, ne concerne que les personnes qui sont allées dans Boko Haram par idéologie religieuse. Parce qu'il y a trois catégories que nous avons identifiées parmi les combattants. Il y a des gens qui sont allés dans Boko Haram par idéologie religieuse, c'est-à-dire des gens qui ont écouté un prêche de Boko Haram, qui ont estimé qu'à partir de ce prêche-là, il y a matière à rejoindre Boko Haram, que c'était suffisamment convaincant pour eux d'aller dans Boko Haram. Ça, c'est ceux qui sont partis par idéologie religieuse. Il y a d'autres qui sont partis tout à fait par accident, qui se trouvaient là, et puis Boko Haram les a embrigadés, ils n'ont pas eu le choix. Et puis il y a d'autres qui sont partis par calcul en disant que Boko Haram est un business, peut-être qu'on peut gagner de l'argent, et comme on est dans l'oisiveté, il vaut mieux aller dans Boko Haram. Donc la déradicalisation concerne ceux qui sont allés par idéologie religieuse. Et le choix qui a été fait, c'est qu'il y a des gens, il y a des érudits qui interviennent dans le centre, qui expliquent les valeurs coraniques, qui expliquent le contenu du Coran aux gens qui ont adhéré par idéologie religieuse. L'enjeu étant de leur faire comprendre que l'option qu'ils ont choisie du Coran est une option erronée. Donc ce travail de déradicalisation a été fait. Et aujourd'hui, entre le moment où nous avons écrit le livre et 2019, décembre 2019, il y a 125 ex-combattants qui sont sortis de ce centre de déradicalisation, de réinsertion sociale et de formation professionnelle de Goudoumaria, qui ont rejoint la vie civile, qui ont appris la maçonnerie, qui ont appris la tôlerie, qui ont appris
qui ont appris la couture et qui sont aujourd'hui rendus à la vie civile, qui font leur activité. Donc on peut estimer, on peut dire justement que le travail de déradicalisation présente un intérêt parce qu'il permet de faire comprendre aux gens que les vraies valeurs de l'islam, on ne peut pas, comme dans Boko Haram, prétendre défendre les valeurs de l'islam et puis égorger des gens. Boko Haram a égorgé des gens qui sont pour certains des musulmans qui ont été égorgés. Et c'est pas dans le livre, mais il y a des faits documentés où Boko Haram a attaqué un village, il a trouvé des gens qui étaient en train de faire la dernière prière musulmane de la journée, dans la nuit, donc juste au moment où les gens étaient sortis de prison, de prière plutôt, Boko Haram les a pris pour les égorger. Donc le travail de déradicalisation a aussi un intérêt. Ce n'est pas simplement la propagande occidentale, ce n'est pas simplement pour satisfaire cette propagande occidentale que le choix a été fait de cette déradicalisation. Sidi Kaba sur Congo Liberty, j'ai une question sur le financement du centre de déradicalisation de Goudoumaria. Est-ce que c'est sur fond européen ou c'est sur fond du gouvernement nigérien? Et pourquoi seul ce centre existe au Niger? Pourtant on sait que Boko Haram a un impact au Tchad, au Nigeria. Est-ce que dans ces pays-là, il y a ce type de centres qui ont été créés ou pas? Sur la question du financement, l'initiative, elle est une initiative locale. Au tout début, c'est le gouverneur de l'époque, qui est le co-auteur de l'ouvrage, qui a eu cette idée de parler avec les gens de Boko Haram. Parce qu'à partir de son diagnostic, ce qu'on doit dire et qui peut intéresser les téléspectateurs, c'est les gens de Boko Haram, à la différence et vous me permettez encore de faire la comparaison avec le Nord Mali. Vous savez, au Nord Mali, le djihad a été apporté d'Algérie, il faut le dire très clairement. Lorsque dans les années 2000, le groupe salafiste pour la prédication et le combat a été chassé par l'armée et les forces de sécurité algériennes, il s'est réfugié au Mali. Et ce groupe salafiste pour la prédication et le combat est devenu par la suite AQMI, après avoir fait allégeance à Al-Qaïda, est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et la plupart à cette époque des combattants sont venus d'Algérie et c'est par la suite seulement qu'ils ont fait du recrutement local. Et on a eu en Sardine, on a eu le Moudjao, etc. À la différence de cette situation, dans le cas de Boko Haram, les combattants et les commandants de Boko Haram sont des locaux. C'est-à-dire, si vous prenez la région de Difa, ce sont les jeunes de Difa qui sont les combattants, qui sont les commandants de Boko Haram. Dès lors que la situation est celle-là, le gouverneur et un certain nombre de personnes ont dit il vaut mieux parler avec ces personnes-là. Peut-être qu'il y a une chance de les ramener. Donc c'est comme ça que l'initiative a été repentir contre pardon a commencé au Niger. Et avec les moyens nigériens, avec les moyens d'abord de la région de Difa. Ensuite, quand l'initiative a pris forme, c'est le niveau central, Niamey, la capitale, qui a envoyé un certain nombre de moyens pour lancer cette initiative. Et le centre a été financé, sa construction a été financée sur les fonds du gouvernement du Niger. Ensuite seulement, beaucoup plus tard, quand l'initiative a commencé à prendre forme et qu'elle a commencé à donner des résultats, les partenaires techniques ou financiers, comme on dit, se sont intéressés à cette initiative. D'abord, il y a eu le système des Nations Unies qui a commencé à donner un certain nombre de moyens, le HCR a donné un certain nombre de moyens aux autorités. Et puis maintenant, beaucoup plus tard, l'Union européenne s'est montrée intéressée à financer le centre. En ce qui concerne la démarche, et ça c'est une des faiblesses à mon avis de la lutte contre Boko Haram, chaque pays fait de son côté, prendre de son côté ses initiatives. Au lieu d'avoir une initiative concertée qui peut permettre d'être plus efficace, chacun peut de son côté, avec ses moyens, avec sa stratégie, et on se retrouve dans une situation où le Niger a lancé son programme Repentir contre pardon, alors que les 3 autres pays qui sont concernés par le phénomène ne se sont pas impliqués dans cette dynamique. Et l'efficacité aurait voulu que l'ensemble des pays choisissent cette option, de sorte qu'on puisse avoir le même nombre de personnes qui quittent Boko Haram sur une base volontaire.
il y a eu environ 250 au Niger. Si on avait 250 au Tchad, 250 au Cameroun, 250 au Nigeria, donc on se serait retrouvé avec peut-être 1 millier de personnes qui quittent les rangs de Boko Haram. Mais chaque pays a pris ses initiatives de côté et aujourd'hui, le Niger a fait son programme à lui tout seul, alors que s'il avait fait ça avec les autres pays, peut-être que ça aurait été plus efficace à mon avis. C'est vers ça qu'il faut aller. Avec les résultats que le Niger a obtenus, peut-être qu'il faut intéresser les autres pays et avoir une démarche concertée parce que vous n'avez pas posé la question, mais il me semble intéressant d'expliquer que peut-être que la lutte contre Boko Haram ne se fera pas avec des avions de chasse, avec des avions de combat comme on vient de le voir. Vous savez que le Nigeria avait commandé 12 avions de combat pour lutter contre Boko Haram sous Obama, le président Obama. Et Obama avait refusé en disant qu'il y a des violations des droits de l'homme. Mais quand Trump est venu, Trump a dit mais puisqu'ils ont l'argent, il faut leur vendre. Nous on s'en fout de quoi que ce soit, ce qui nous intéresse c'est l'argent. Business is business. C'est ça. Trump a dit bon écoutez, ils ont 500 millions de dollars, nous ce qui nous intéresse, ça va créer de l'emploi pour les Américains, il faut leur vendre. Et les États-Unis ont vendu les 12 avions à 500 millions de dollars. Et les premiers avions vont venir en février. Mais ce n'est pas avec ce type de recettes qu'on va lutter contre Boko Haram. Si on avait mis de l'argent dans des programmes de développement ou dans des programmes comme Repentir contre Pardon, on aurait des résultats beaucoup plus intéressants. Sidi Kaba sur Congo Liberty, on a quand même l'impression que de part et d'autre, c'est-à-dire des différents gouvernements et de Boko Haram, on est vraiment dans une guerre sanglante, sans pitié. La question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que les différentes armées, dont l'armée nigérienne ou nigériane, fait des prisonniers de Boko Haram quand ils sont capturés ou ils sont tout simplement liquidés? Est-ce qu'il y a des prisonniers de guerre en un mot? Oui, il y a des prisonniers de guerre. Indiscutablement, il y a des bavures. Il y a au tout début de la lutte contre Boko Haram, en 2009, il y a eu d'importantes bavures parce que l'utilisation de l'aviation pour écraser des villages entiers, à créer des situations de bavure importantes. Je pense que par la suite, sous les regards de la communauté internationale, j'ai parlé du cas du Nigeria où les Américains ont dû même retirer les formateurs qu'ils avaient amenés parce qu'il y avait des situations de violation des droits de l'homme, des situations d'exécution sommaire. Et au Cameroun aussi, on a assisté à des situations d'exécution sommaire de personnes soupçonnées même d'être des gens de Boko Haram. Mais à côté de ça, il y a effectivement des prisonniers qui sont faits lors des attaques parce que la sensibilisation, les instructions données aux militaires par leur hiérarchie fait qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, les armes à la main, mais qui sont dans différentes prisons. Au moment où on avait terminé le livre, il y avait environ 1 millier de combattants de Boko Haram dans différentes prisons du Niger. Pour certains, ils ont été capturés, les armes à la main. Pour d'autres, ils ont été arrêtés pour complicité avec Boko Haram. Oui, il y a des prisonniers de guerre pour répondre à votre question. Sidi Kaba sur Congo Liberty, est-ce que vous ne dramatisez pas les faits que vous décrivez lorsque vous dites qu'il y a une personne principalement qui a été embrigadée dans Boko Haram juste pour avoir fumé une cigarette? Est-ce que là, mon cher Sidi, que vous ne dramatisez pas? Non, je ne dramatise pas, mais il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se sont retrouvés dans Boko Haram. Elle, au moins, elle a fumé une cigarette et les gens ont dit, ah bon, il faut que vous appreniez la religion. Parce que ce qu'il faut dire, je pense, à la fois dans le film Tombouctou sur le nord du Mali, et quand on travaille sur Boko Haram, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'exagération de la part de certains combattants qui n'ont pas une notion profonde, une connaissance profonde de la religion. On leur a dit que la cigarette est un péché, et ce n'est écrit nulle part. Et donc eux, à partir de là, à partir de cette connaissance insuffisante, ils peuvent faire des exactions. On peut même vous arrêter pour dire que vous avez un pantalon qui n'est pas, comment dire, votre pantalon vient jusqu'aux chevilles, que vous devez avoir un pantalon un peu relevé. Donc il n'y a aucune dramatisation.
c'est une façon de montrer le niveau d'exagération qu'on peut avoir. Et il y a des cas où des gens, les gens de Boko Haram ont croisé le gars du tailleur dont on parle dans le livre. Le fameux tailleur. Ils sont venus, ils l'ont trouvé, il leur fait des retouches chaque fois. Ils ont dit, ah mais le plus intéressant serait que tu viennes avec nous pour travailler tous les jours pour nous. Il leur a dit, mais écoutez monsieur, moi j'ai du travail ici. Ils ont dit, ah bon, tu veux refuser le travail de Dieu? Et le monsieur a pris peur, parce qu'il les a rejoints pour sauver sa tête, non pas parce qu'il est convaincu qu'il faut faire le djihad pour instaurer l'islam dans cette partie du Nigeria qui est déjà islamisée. Mais donc, il les a rejoints, il s'est retrouvé comme ça. Il n'y a aucune exagération. C'est des cas de situation où Boko Haram peut faire des choses vraiment parce que les gens ne se soupçonnent pas. Sidi Kaba sur Congo Liberty, nous sommes là en train de parler de l'excellent ouvrage de Sidi Kaba sur Boko Haram, mais on est en train aussi de parler donc de ce phénomène malheureux qui est en train de sévir dans le Sahel et dans la bande sahélienne et dans différents pays africains. On va passer à une actualité un peu plus dramatique. Il y a eu ce mois de décembre, 71 Nigériens, en tout cas soldats, qui sont tombés suite à une attaque de Boko Haram. La question que je vais vous poser, indépendamment de ces morts, mais ce qui, moi, m'a interpellé, c'est le fait qu'on attaque une caserne, en tout cas ce n'était pas la première fois, qui est située à la frontière entre le Niger et le Mali, donc une caserne stratégique. Comment se fait-il en tout cas que cette forte attaque ait été menée par des combattants qui sont arrivés avec des mobylettes, des jeeps? La question c'est, il y a quand même les Occidentaux, en tout cas les Français, qui ont positionné des satellites, différents équipements qui auraient pu déjà voir venir ces différentes colonnes de djihadistes. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas eu des failles, ou mieux, est-ce que les forces françaises n'instrumentalisent pas cette guerre contre Boko Haram pour certains intérêts, mais on y reviendra. Est-ce que ce n'est pas, quelque part, suspect que ces différentes colonnes-là, des milliers de combattants, des centaines, aient pu converger vers ce centre stratégique? Je crois qu'il est d'abord sur un plan pédagogique, le Niger est attaqué sur 3 fronts. Il y a Boko Haram au sud-est, sur la frontière avec le Nigeria. Il y a les mouvements djihadistes du Nord Mali, sur la frontière nord-ouest, qui est commune avec le Burkina et le Mali. Et puis il y a le nord, où le pays est obligé de surveiller sa frontière avec la Libye pour éviter l'infiltration de l'État islamique. L'attaque de Inates qui a eu lieu le 10 décembre est imputable à l'État islamique au Grand Sahara qui se vit dans le nord du Mali. Et la question que vous posez est une question que tous les Nigériens se posent. Vous savez, lorsque en janvier 2019, 2 jeunes Français ont été enlevés au Bénin, la France a mis en œuvre des moyens, et c'est les chefs d'état-major de l'armée française, le général Lecomte lui-même qui l'a dit, des moyens qui ont permis de suivre la voiture, une voiture, les pick-up, depuis l'endroit où ils ont enlevé les jeunes Français jusqu'à l'endroit où ils se sont arrêtés, et c'est là qu'ils ont fait l'opération de libération, l'opération qui a permis de libérer les otages, mais qui a coûté la vie à 2 soldats français. En clair, ça veut dire que la France, si elle veut, elle a les moyens satellitaires de surveiller le mouvement d'un pick-up, a fortiori les mouvements de 400 personnes, puisqu'il s'agit de 400 personnes qui sont venues attaquer environ, d'après les sources nigériennes, c'est environ 400 personnes qui sont venues attaquer la caserne d'Inates. Donc, effectivement, en plus de la France, il y a les États-Unis qui ont une base importante, une des plus grandes bases américaines, à Agadez, dans le nord du Niger. Comment se fait-il que personne n'ait rien vu? Et en plus de l'attaque même, les gens là sont répartis où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où est-ce qu'ils se cachent aujourd'hui, puisque c'est 400 personnes? 400 personnes quand même, on peut, avec les moyens satellitaires qu'on a. Donc, ce sont ces interrogations qui aujourd'hui alimentent les rejets de la présence militaire française.
Et les pays eux-mêmes ont fini par reconnaître. Le 15 décembre, il y a eu un sommet extraordinaire du G5 Sahel à Niamey. Et au cours de ce sommet, les chefs d'État ont dit eux-mêmes qu'il faut une plus grande coordination entre les forces internationales, ça veut dire les forces françaises et les forces américaines, et les armées nationales. Parce qu'à l'état actuel de la situation, et le Burkina a bien fait de le dire publiquement, c'est que les forces françaises interviennent de leur côté. Les forces nationales interviennent de leur côté. Il n'y a pas une très grande coordination opérationnelle dans ce qui se passe. Et c'est vers ça peut-être qu'il faut aller. Et c'est ça qui explique aujourd'hui le fait que voilà, non seulement personne n'a prévenu l'armée nigérienne qu'elle va être attaquée, puisque 400 personnes se sont déplacées. Avec les moyens satellitaires, on peut le voir. Mais pendant les combats non plus, il n'y a pas eu d'assistance, notamment aérienne, parce que ce qui aurait permis de faire la différence, c'est l'assistance aérienne. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui que les gens s'interrogent sur l'utilité de la présence des forces étrangères dans le Sahel, et il y a tout un débat sur l'efficacité ou l'utilité de cette présence-là. Je pense en tout cas, à défaut d'un retrait de ces forces-là, et le retrait, pour l'instant, en tout cas à titre personnel, je pense que le retrait n'est pas la meilleure option, mais il y a quand même lieu d'avoir une plus grande coordination, une plus grande assistance. L'idée qu'on peut venir faire la guerre à la place de ces pays-là est une idée, à mon avis, erronée. L'idée qu'on peut aider ces pays à mieux faire la guerre est une bonne idée, et si on choisit cette idée, il faut une meilleure assistance en renseignement, il faut une meilleure assistance en formation, mais il faut une meilleure assistance en équipement, parce qu'une des faiblesses de ces armées-là, c'est l'équipement, parce que vous ne pouvez pas faire la guerre aujourd'hui dans la configuration actuelle. Les armées de cette sous-région et les djihadistes ont à peu près la même puissance de feu. Ce qui aurait permis de faire la différence, c'est peut-être l'aviation légère de combat. S'il y a des hélicoptères de transport de troupes, des hélicoptères de combat, peut-être que ça peut permettre de prendre le dessus sur les djihadistes et d'éviter qu'on ait à revivre un autre Inates. Puisque avant Inates, il y a eu déjà Boulkessi au Mali, il y a eu déjà des attaques aux meurtrières au Burkina Faso. Si on veut en sortir, en tout cas, il faut changer le dispositif actuel. Malgré la présence des forces étrangères, la situation continue à se dégrader. Ça veut dire que la réponse qu'on a apportée n'est pas la meilleure réponse. Il faut changer de stratégie. Sidi Kaba sur Congo Liberty. On est toujours malheureusement dans l'actualité dramatique de cette guerre contre Boko Haram. Le 25 novembre, il y a eu un crash de 2 hélicoptères français et il y a, je pense, un peu plus d'une dizaine de militaires français, en tout cas de soldats, qui sont décédés. Et un débat est survenu en France, principalement posé par la France Insoumise, qui a été repris par différents médias avec des titres L'opération Barkhane sert-elle à protéger les mines d'uranium françaises au Sahel? En un mot, est-ce que la France n'instrumentalise pas le djihadisme dans la bande sahélienne, ou comme le disent certains, on peut parler de théorie du complot? Est-ce que les Français finalement ne prétexte pas, si vous voulez, ne prétexte pas la présence de Boko Haram, en tout cas la lutte contre Boko Haram ou les groupes djihadistes, pour s'implanter dans nos pays, c'est-à-dire africains, en particulier le Niger, puisqu'on parle du Niger, pour protéger les mines d'uranium qui servent, comme on le sait, à Areva et à fournir de l'électricité en France. Est-ce que la présence française au Sahel n'est pas beaucoup plus pour les intérêts économiques français? Non, je pense qu'il faut être lucide lorsqu'on parle de ça. Il y a, vous savez que ces mines d'uranium existent il y a bien longtemps, avant l'arrivée de la menace terroriste, avant l'opération Serval, avant l'opération Barkhane. Ces mines d'uranium existaient et les intérêts français étaient déjà présents en ce qui concerne le Niger. Et les enjeux stratégiques de ces intérêts, vous avez bien fait de le rappeler, l'énergie électrique en France est à 80% d'origine nucléaire et la France ne produit pas
d'uranium. Donc elle se sert de l'uranium là où elle peut en trouver, et pour l'instant, essentiellement, c'est les mines du Niger, les deux mines Cominac et Somaïr, qui sont les deux filiales de Orano aujourd'hui qui étaient Areva avant, qui servent à amener l'uranium ici et qui alimentent. Donc il y a un enjeu stratégique. Mais en tout cas, de façon objective, c'est pas ça qui explique Barkhane ou Serval. Je dois peut-être apporter cette information que certains n'ont pas. Lorsque, en janvier 2013, il y a eu l'attaque de la mine d'Inamenas en Algérie. L'attaque du site minier d'Inamenas, c'était en Algérie, et c'est pas loin de la frontière avec le Niger, puisque c'est dans la zone de Tamaracet. La France avait pris des dispositions militaires importantes pour protéger les mines d'uranium du Niger. Mais ça, c'est en dehors de Serval, c'est en dehors de Barkhane. Donc, il y a des intérêts français et la France protège ses intérêts. Mais, en l'occurrence, dans cette affaire de Serval, dans cette affaire de Barkhane, moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une présence comme ça pour exploiter le pétrole au Mali ou pour exploiter l'uranium au Niger. Non, je distingue les deux situations. Mais c'est les députés français qui posent la question, un peu gênés. Moi, j'ai suivi Alexis Corbière qui l'a sous-entendu. Et en France, aujourd'hui, le problème se pose. Est-ce que oui. Vous ne pensez pas que cette réflexion-là a le droit, en tout cas, d'être posée? C'est un peu comme à Djibouti où des soi-disant pirates pêcheurs somaliens ont fait aujourd'hui que Djibouti devienne l'un des pays où on a plus de bases militaires des pays développés. Ça part de la Chine aux États-Unis. Est-ce que la France, pour vous poser la question très clairement, n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que le djihadisme dans la bande sahélienne perdure pour implanter une base militaire? La question est tout à fait légitime. Vous savez que les élus français et même l'opinion française a le droit de s'interroger. La Barkhane, Serval d'abord et Barkhane, coûte 500 millions d'euros par an à l'État français. Et ces 500 millions d'euros, c'est de l'argent du contribuable. Donc les gens, à commencer d'abord par les élus de la nation française, ont le droit de savoir pourquoi la France persiste-t-elle à dépenser autant d'argent. C'est clair que la stabilité du Sahel, la stabilité de cette partie de l'Afrique, va aussi est dans l'intérêt de la France, puisque la France a des liens économiques, a des liens d'affaires. Parce que ce qui risque de se passer, comme on l'a vu récemment avec l'attaque de Grand Bassam, le terrorisme du Sahel peut déborder pour se retrouver en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, etc. Ce qui mettrait à mal les intérêts de la France, puisque pour en grande partie, la partie du monde où peut-être la France a encore un poids économique, un poids politique et diplomatique, c'est l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone. Donc il est de son intérêt, géostratégique de son intérêt, de se mettre en place. Mais je ne pense pas, moi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai dit les choses en toute honnêteté lorsqu'elles doivent être dites, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de la France de continuer à entretenir ou à alimenter le terrorisme pour justifier sa présence. Parce que la France peut avoir une présence militaire, on l'a vu au Gabon, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu à Djibouti, comme vous dites, sans que ces pays soient concernés par le terrorisme, et la France a réussi à leur imposer, pas imposer. C'est de plus en plus décrié quand même. Oui, absolument. Mais il y a des accords sans que la France ait eu besoin d'avoir le terrorisme. Et il est évident que d'autres pays qui sont touchés par le terrorisme, je pense à la Mauritanie, je pense aussi au Burkina Faso, qui refuse de signer un accord pour accueillir les bases françaises. Je ne pense pas que la lutte contre le terrorisme ait nécessairement besoin de faire un accord avec les bases étrangères, parce que, comme j'ai dit souvent, les forces étrangères ont toujours vocation à partir. Il vaut mieux compter sur les armées nationales, il vaut mieux que les forces étrangères apportent de soutien à l'armée nationale pour qu'elle fasse la lutte
parce qu'on ne peut pas faire la lutte à la place des pays concernés. Seydi Kaba sur Congo Liberty, nous sommes aujourd'hui dans la géopolitique africaine, on va l'appeler comme ça, on est dans des débats sur le djihadisme. On va en venir à l'actualité de la monnaie donc du franc CFA. Vous êtes au courant que le samedi 21 décembre, le président Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara auraient enterré le franc CFA, en tout cas le franc CFA des pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous qui êtes nigérien, ça veut dire que aller en gros en 2021, si vous m'invitez moi Mingwa à Niamey, nous allons consommer l'éco, la monnaie qui supplanterait le franc CFA. Est-ce que c'est une entourloupe française ou est-ce que c'est finalement une avancée? Vous qui êtes un chroniqueur, un analyste très chevronné des questions africaines, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas la rupture espérée par les opinions publiques. Ça, c'est une demi-mesure pour sauver le système. Parce que si on veut en finir avec le franc CFA n'appartient pas qu'à l'Afrique de l'Ouest. Ça devait être une mesure concertée avec l'Afrique centrale, puisque c'est le même franc CFA, même s'il y a des variantes, c'est le franc CFA d'Afrique centrale et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. La mesure ne concerne que le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et pour l'instant, il y a beaucoup d'inconnus dans cette mesure. Et apparemment, comme il y a une dynamique qui s'est créée en Afrique de l'Ouest et qui veut que qu'il y ait une monnaie commune entre les 15 pays d'Afrique de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, il était évident que les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui ont en commun le franc CFA, ne pouvaient pas rester à la marge, ne pouvaient pas ne pas faire évoluer. Moi, je pense que c'est une demi-mesure qui n'est pas une rupture, qui n'est pas la rupture qui est espérée et que l'on attend de voir, puisque à part le changement de dénomination, ça va s'appeler ECO, et la disparition de la réserve de change, il y a d'autres, la plupart des choses, des mécanismes restent encore en vigueur. Peut-être que l'ECO va continuer à être fabriqué ici en France, peut-être la garantie déjà de l'euro via la France est maintenue. Donc il y a beaucoup de mesures, beaucoup de demi-mesures dans ce choix-là. Mais à mon avis, c'est déjà une avancée. S'il n'y avait pas eu la pression des opinions publiques, même cette évolution, on n'aurait peut-être pas pu l'obtenir. Donc il faut que la pression soit maintenue pour que la rupture soit la plus totale possible avec le franc CFA, puisque aujourd'hui, pour l'instant, c'est essentiellement un changement de dénomination, c'est une mesure plus symbolique que pratique. Seydi Kaba sur Congo Liberty, on a envie de vous garder même toute une journée tellement les débats sont passionnants et puis on a un consultant chevronné aujourd'hui sur Congo Liberty et malheureusement on arrive à la fin de notre émission. J'aimerais vous laisser libre cours pour évoquer un sujet de votre choix. Je n'ai pas envie de dire faites-nous une chronique comme vous le faites sur Radio France Internationale, mais voilà, libre à vous dans les 5 minutes qui suivent de parler aux Africains, de parler d'un sujet qui vous tient, qui pourrait aujourd'hui éveiller les consciences des Congolais. Non, moi je pense qu'on a un grand défi en Afrique. Il faut que nous ayons une gouvernance publique adaptée à nos réalités, une gouvernance publique qui aille dans le sens du développement. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, le reste de l'Afrique, l'ensemble des pays qui connaissent des difficultés ont un problème de gouvernance. La gouvernance publique est un problème en Afrique. Parce que les gens, ceux qui s'engagent en politique, souvent n'y arrivent pas, ne viennent pas pour servir leur pays, ils viennent pour se servir de leur pays. Et l'actualité récente avec le procès qu'il y a eu ici en France sur les biens mal acquis ont montré comment le déficit de gouvernance peut nuire au développement de nos pays.
Moi, je pense que la jeunesse africaine, l'élite africaine doit continuer à faire pression pour que nous ayons une meilleure gouvernance publique sur le continent. On a parlé du terrorisme. Aujourd'hui, en plus des faiblesses opérationnelles et des difficultés que nos armées ont en équipement, en formation, il y a le problème de la gouvernance. C'est peut-être surprenant et même révoltant de savoir que dans les pays en guerre, il y a encore des hommes politiques qui s'autorisent à détourner l'argent qui devait être destiné à l'effort de guerre. Et il y a plein d'exemples. Des pays qui ont acheté de la quincaillerie, qui ont acheté des hélicoptères de combat, lorsqu'on les a livrés, ils ne peuvent même pas décoller. Des pays qui ont fait de la surfacturation. Donc, il y a un problème de la gouvernance publique en Afrique. Et si on ne résout pas le problème de la gouvernance publique, on risque de ne pas avoir du développement. Parce que notre problème en Afrique, ce n'est pas que nous ayons besoin de plus d'aide publique au développement. Peut-être même que nous n'avons pas besoin d'aide. Mais c'est la gestion de nos ressources. Et qui dit gestion de nos ressources, dit gouvernance. Il n'est pas normal que des dirigeants puissent prendre l'argent public pour aller faire des frasques, acheter des voitures de luxe, acheter des hôtels particuliers qu'ils n'habitent même pas, faire des dépenses somptuaires, des sacs à main, des choses qui sont vraiment des frasques d'enfants gâtés, alors que dans leur propre pays, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès à l'électricité. Il y a des pays d'Afrique où le taux d'accès à l'électricité est de moins de 10%. Ce n'est pas normal alors qu'il y a des ressources suffisantes. Donc, il faut que nous relevions la question de la gouvernance publique. Et pour relever la question de la gouvernance publique, je pense qu'il faut que nous arrivions à une situation où on doit avoir des principes pour faire de la politique. Je pense, à titre personnel, que le fait que certains vont en politique pour faire carrière, parce qu'ils n'ont pas de métier. Ils ne sont ni avocats, ni informaticiens, ni médecins, ni journalistes, ni comptables. Ils partent en politique et la politique devient leur métier. Si vous leur enlevez la politique, ils vont mourir de faim. Donc, si nous ne sortons pas de ce schéma-là, c'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, on voit des gens qui appartiennent à tous les courants politiques pour peu qu'ils soient au pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir change de main, ils rejoignent le pouvoir. Ils sont dans l'opposition aujourd'hui, quand le pouvoir arrive, ils rejoignent le pouvoir. Quand le pouvoir change, ils sont dans le pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas de métier, c'est ça leur métier. Donc il faut que nous sortions de cette situation où les gens n'ont pour autre métier que la politique. Et il faut que nous sortions de cet état d'esprit qui fait que les gens pensent que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de faire la politique. Ce n'est pas de faire du commerce, ce n'est pas de travailler, ce n'est pas de faire du business, mais c'est de faire de la politique parce que c'est le raccourci pour devenir riche. Donc si nous ne sortions pas de tout ça, nos pays auront des problèmes. Et moi, mon rêve, en tout cas mon espérance, c'est la jeunesse africaine, qu'elle prenne conscience de ça, qu'elle fasse pression pour que nous ayons des dirigeants qui veulent servir notre continent, qui veulent servir nos pays, qui veulent apporter du changement, qui n'ont pas besoin de s'éterniser, qui ont simplement besoin de dire, voilà, moi je fais 2 mandats, je fais un mandat, j'apporte ma contribution, celui qui vient après moi, lui aussi il pose sa pierre, ainsi de suite. On va construire nos pays et on va compter dans la communauté internationale parce que là, dans la situation où nous sommes 54 pays africains, mais nous ne posons absolument rien parce que nous n'avons pas de poids dans les affaires diplomatiques, nous n'avons pas de poids dans les affaires économiques. Il faut que nous en sortions. Une des façons de sortir de cette situation, c'est d'avoir une autre gouvernance publique, c'est d'avoir une autre culture de la politique, et c'est à ce prix-là que le changement pourrait se faire. Sidi Kaba sur Congo Liberty, c'était sa première sur Congo Liberty, mais chaque fois qu'il sera disponible, en tout cas, on essaiera de le faire venir sur notre site internet. Mais pour terminer, je vais dire, et il le sait, à mon ami Sidi Kaba, que j'envisage faire une conférence en tout cas sur Djibo Bakary, le nationaliste nigérien, et à ce sujet je compte sur vous pour que nous organisions peut-être au printemps prochain une grande journée sur Djibo Bakary, que les Africains ne connaissent pas beaucoup, en tout cas les nouvelles générations. Il faut dire que Djibo Bakary était
comme Sékou Touré, deux personnalités africaines qui avaient dit non au général de Gaulle et malheureusement cet illustre personnage a été contraint à l'exil dès 1959. En tout cas, c'est l'une des personnalités qui a beaucoup influencé ma pensée et mon très cher Sédic, je sais que vous êtes très sollicité. Au printemps, on organisera une journée sur Djibo Bakary. Ce serait avec plaisir parce que Djibo Bakary est un immense patriote africain que les gens ne connaissent pas. Et le Niger, pour cette confidence, le Niger aurait pu, après la Guinée, dire non au général de Gaulle. Et c'était ce qui était prévu et c'était ce que la France a senti. Et les choses ont été faites pour que le oui de Jori Hamani l'emporte, alors que le non était majoritaire. Et c'est le gouverneur de l'époque, M. Kolambani, qui a organisé tout pour empêcher que le non qui est porté par Djibo Bakary soit vainqueur. Mais nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement. Comme vous l'avez dit, en tout cas, moi, je suis disponible pour apporter ma contribution à cette grande conférence sur Djibo Bakary, qui est un patriote africain et qui, dans le contexte d'aujourd'hui, où on parle de la souveraineté de nos États, a vraiment sa place. Merci Cédric, et puis je vous dis à très bientôt et allez, joyeuses fêtes de fin d'année. Merci et joyeuses fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux à vous-même et à tous ceux qui sont familiers et qui fréquentent votre site internet, auquel je souhaite plein succès pour qu'ils continuent à grandir et à accompagner l'épanouissement des peuples africains. Merci beaucoup.